Bon, et bien voilà une petite vidéo qui présente très succinctement les différents sauvetages. Bon, là vous avez vu, on va y revenir, hein. Je vais aller dans les détails des sauvetages un peu plus loin. Alors, effectivement, donc comme vous l'avez dit, hein, je m'appelle Antoine. Je suis sauveteur à bord, anciennement Aquarius, hein, à bord avec l'association de SOS Méditerranée. J'ai commencé en 2016 avec eux, donc il y a bientôt 3 ans, enfin il y a 3 ans en avril. Et on va voir ensemble donc ce sauvetage. Alors sauvetage de masse en fait, hein. Alors c'est un nom, on va dire pas très sympathique à dire, un sauvetage de masse. Alors ça s'explique assez facilement finalement, puisque on intervient sur des opérations où il faut sauver entre 100 et 1000 personnes à la fois. Donc ça porte bien son nom, le sauvetage de masse. Le sauvetage de masse en Méditerranée. Alors pourquoi en Méditerranée? Parce que c'est la route la plus meurtrière au monde. En 4 ans, au large de la Libye, sur la route pour aller jusqu'en Sicile, en fait, il y a eu quelques 20 000 morts en 4 ans. Donc vous comprenez hein, l'intérêt d'amener des sauveteurs là-bas. Alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de victimes? D'une part parce qu'il n'y a pas moyen de sauvetage, il n'y a personne qui est là-bas, surtout en ce moment. Et également, comme vous l'avez dit, il y a eu de nombreux naufrages déjà, notamment en 2013, avec des bateaux en bois qui ont chaviré. Alors malheureusement pour l'Europe, aux yeux de tout le monde, puisque c'est arrivé à Lampedusa, au large de Lampedusa. Et donc l'Italie, eh bien, on a eu assez de voir tous ces naufrages et elle s'est mobilisée, alors seule. Donc ça a commencé en octobre 2013 et ils ont mis en place des opérations militaires. Alors des opérations militaires qui étaient financées juste par l'Italie. Ça a un coût très important. Ils ont donc porté secours à plusieurs centaines, même milliers de personnes. Mais vu qu'ils étaient seuls, ils ont décidé d'arrêter. Et en 2015, il n'y avait plus personne sur l'eau. Pourtant, il y avait autant de départs. Et le taux de mortalité a augmenté. Alors pour le coup, il y a eu des associations qui se sont levées, mises en place, dont SOS Méditerranée, qui est l'initiative d'une mobilisation européenne citoyenne, hein, entre Sophie Beau, une humanitaire française, et Klaus Vogel, qui est un capitaine de marine marchande allemand. Ils en avaient assez de voir ça, et ils ont levé SOS Méditerranée. Ils l'ont créé. Et forcément, une ONG, elle avait besoin d'un bateau, d'où le fameux Aquarius, que vous connaissez peut-être. L'Aquarius, un bateau qu'on va voir juste après. L'Aquarius qui est parti en mer en février 2016. Mars 2016, ils ont commencé les premiers sauvetages. Aujourd'hui, on n'a plus l'Aquarius. Alors ça, c'est dû aux différentes pressions politiques européennes. Bon, on ne va pas rentrer dans la politique. C'est pas forcément le débat, quoique. Mais on est cloué à quai. Alors pas seulement SOS Méditerranée, hein, également d'autres ONG. Hein. Et on est interdit d'aller en mer. Donc on a dû redonner. On a frété l'Aquarius, donc on a dû redonner le navire à son propriétaire. Mais en 3 ans de mission, on a quand même sauvé 30 000 personnes. Alors pour le chiffre exact, c'est 29 523. Chaque personne est importante, bien sûr, donc d'où le chiffre important. Donc 30 000 personnes, ça paraît énorme. Alors ça l'est, bien sûr. Mais quand on voit les 20 000 morts qu'il y a eu en 4 ans en Méditerranée, c'est normal qu'il y ait autant de sauvetages. Donc le contexte en Méditerranée, je viens de vous l'expliquer, hein. Il y a eu différentes opérations militaires. Il y a eu dernièrement l'opération Sophia. Alors l'opération Sophia qui était également menée par l'Europe cette fois, hein, plus en globalité. Alors l'Europe a mené des opérations de sauvetage au nord de la Libye, dans les eaux internationales. Alors des opérations de sauvetage, c'était pas vraiment leur but premier, c'était surtout pour arrêter le trafic d'êtres humains. Sauf que les passeurs ne sont pas fous, hein, ils montent plus sur les bateaux, ils prennent juste l'argent des gens et ils les envoient à la mort. Donc ils ont été obligés de faire du sauvetage. Ces fameux militaires. Alors l'opération Sophia s'est achevée là dernièrement, fin mars. Donc il n'y a plus de navires militaires, il n'y a plus d'ONG. Et on va le voir juste après, il n'y a plus que des gardes-côtes libyens. Alors vous voyez là, faut tourner un petit peu la tête. Les points rouges, en fait, c'est les morts. Ce qu'il y a eu là depuis quelques années en Méditerranée. Ça fait beaucoup. Ça, ce sont les victimes recensées, les naufrages recensés, puisqu'il y a un côté un peu perfide à ce nombre. C'est que pour qu'il y ait un naufrage de recensé, il faut qu'il y ait au moins une personne qui soit survivante du naufrage. Alors quand on sait qu'ils n'ont pas de gilet de sauvetage, c'est un peu compliqué. Ou qu'il y ait un bateau qui soit témoin du drame. Pareil, c'est un peu plus rare.
Donc 20 000 morts, hein, mais on peut estimer un peu plus, hein, même le nombre de décès en mer. Donc vous voyez, hein, la Libye, donc Afrique du Nord, on n'entre pas dans les eaux territoriales. Tout pays a des eaux territoriales, frontalières à la mer. Les eaux territoriales, en fait, correspondent à 12 000 nautiques. Ça fait une vingtaine de kilomètres. Donc, on intervient seulement dans les eaux internationales. Alors, les sauvetages, on vient de voir la vidéo. Alors, qui dit association, qui dit Aquarius, dit forcément le fameux navire. Cet Aquarius, hein, qui est exactement le navire qu'il faut pour ce genre de sauvetage. Alors on n'a pas l'Aquarius en ce moment, l'association existe toujours, mais on cherche un nouveau navire qui répondra au même cahier des charges. Alors un cahier des charges assez simple. En fait, si on commence sur l'avant du navire, vous voyez la proue est assez relevée. C'est pas pour rien. En fait, ça nous permet de rester en mer, même l'hiver. Au tout départ, moi quand j'ai commencé en avril 2016, il y avait énormément de départs et on s'est dit, en hiver ça va se calmer. Et pas du tout, en fait. En hiver, ça s'est pas calmé, puisqu'en fait, les gens qui partent ne décident pas de partir. Ce sont les passeurs qui les poussent à la mort. Du coup, l'intérêt d'avoir un navire assez résistant à la mer, on a pu passer des creux de 5 ou 6 mètres facilement avec ce navire, c'est de pouvoir rester toute l'année en mer. Donc un navire qui est assez grand aussi, 77 mètres de long. Ça nous permet d'avoir pas mal de place à bord pour récupérer les personnes. On ne va pas faire un sauvetage et dire désolé, on n'a plus de place. Donc il nous faut un navire assez grand. Le maximum de personnes, c'était, il me semble, 1050 personnes à bord de sauver. Là, on n'en est pas loin. Là, on doit être à 800 ou 900. Donc, vous voyez, beaucoup de place sur l'extérieur. Alors, beaucoup de place sur l'extérieur qui vont être surtout réservées aux hommes secourus, qui sont un peu plus nombreux. Et on a également des espaces internes qui seront également nécessaires au prochain navire. Des espaces internes. Alors, un espace interne pour l'équipage de l'Aquarius, forcément. Mais également un espace interne qui va regrouper un hôpital de campagne, des endroits d'isolement et également ce qu'on appelle un shelter, un abri pour les personnes un peu plus sensibles comme les femmes, les enfants ou les personnes blessées. Alors on sépare toujours hommes-femmes. On ne sait pas qui est avec qui. Pour éviter tout problème, on est sur un espace confiné, on va séparer tout le monde. Et puis on avait installé des bâches, on voyait sur l'arrière du navire par exemple, pour protéger de la pluie mais également du soleil. Ça tape très fort en Libye, on peut facilement avoir 40 degrés en plein soleil. Les personnes elles n'ont pas de force, elles n'ont plus du tout de force, donc si on ne veut pas qu'elles succombent à leurs blessures, il faut à tout prix les protéger. On a également des grues, des moyens de mise à l'eau de nos smérigides. On va utiliser 2 à 3 smérigides, alors ça dépendra des conditions de sauvetage, on le verra un peu plus tard. Voilà un exemple, là c'est la distribution des repas avec vous voyez, un espace de pont assez large tout de même pour accueillir tout le monde. Bon, quand il y a 800 personnes à bord, c'est un peu compliqué de se déplacer, mais au moins tout le monde est en sécurité et c'est primordial. On a même des douches et des toilettes qui sont sur les côtés. Alors le bateau est présenté, et bien les équipes à bord. Les équipes à bord, elles vont être constituées forcément de l'équipage de l'Aquarius. Alors l'équipage, j'entends par là le capitaine, le second, le chef mécanicien, son second, les cuistots, les matelots. Puisque c'est un navire affrété, en fait, l'équipage est également affrété. Donc ils sont sur la gauche, en fait, à gauche de l'Aquarius. Au milieu, on a l'équipe de sauveteurs, celle dont je fais partie. Avec, on a un chef de mission, un chef d'équipe, des pilotes de smérigides, des marins, des sauveteurs pompiers et autres qui vont être également sur les smérigides. Et on a également un chargé de communication. Et puis à droite, c'est MSF. Alors MSF, qui ne sont plus à présenter, j'imagine. Tout le monde connaît MSF, Médecins sans frontières, qui font un boulot extraordinaire, qui sont acclimatés à toutes les conditions, qui connaissent les terrains difficiles par cœur. Alors ils vont être constitués aussi de docteurs, de chargés de projets, d'infirmières, infirmiers, de sages-femmes, parce qu'il y a eu 4 ou 5 naissances à bord de l'Aquarius tout de même. Et pareil, de chargés de communication. Donc on est à peu près entre 10 et 12 par équipe. On est une trentaine sur l'Aquarius. Et j'ai mis ces photos ensemble parce qu'en fait, on voit bien que c'est 3 équipes différentes, mais c'est une seule famille. Tout le monde met la main à la pâte. La photo de gauche, c'est un sauvetage qui a mal tourné. Vous voyez, il y a des gens qui étaient dans l'eau et l'Aquarius, les membres d'équipage n'ont pas hésité une seule seconde pour également aller porter secours.
Alors ils répondent parfaitement au droit maritime international, hein. On ne laisse personne mourir en mer, ça c'est le droit maritime international. Et les marins, eh bien, c'est au fond d'eux, hein. C'est impossible de laisser quelqu'un périr. Alors il y a un autre facteur qui est à prendre en considération, qui est très important, c'est le facteur géopolitique. Je vous l'ai dit, on intervient au large des côtes libyennes. Sauf qu'au large des côtes libyennes, c'est pas si simple que ça, on n'intervient pas comme ça. La Méditerranée est une mer assez fermée, remplie aux alentours de 2 pays. Chaque pays a sa part de la Méditerranée, hein, si je peux dire. Ah. Et en fait, chaque pays va avoir sa propre SAR zone. Donc la SAR zone, c'est la Search and Rescue. Ils vont se distribuer des zones de partage. S'il y a un appel de détresse, le pays doit dépêcher des moyens sur place. Sauf que la SAR zone libyenne, voilà en bas, elle n'était pas au point il y a quelques années. D'ailleurs aujourd'hui, elle n'est pas vraiment au point. C'est donc la SAR zone italienne, hein, qui dépassait et qui allait sur la SAR zone libyenne et allait sauver les Italiens, allait sauver les gens. Ça a changé puisque en 2016-2017, c'était encore les Italiens qui géraient ça, donc avec le fameux MRCC de Rome. Alors le MRCC de Rome, c'est une sorte de caserne de pompiers qui reçoit les appels de détresse en mer et va les distribuer, les renvoyer vers les navires aux alentours pour leur indiquer qu'il y a un appel de détresse et qu'il faut absolument qu'ils aillent dessus. Donc ça se passait très bien quand le MRCC de Rome était en place, puisque les navires aux alentours, les ONG notamment, étaient très vite informés d'un naufrage et on était envoyé sur zone. Alors envoyé sur zone, on peut être le navire le plus proche et mettre quand même 10 heures à accéder à un naufrage, alors quand le bateau coule, il y a peu de chances de retrouver des survivants. Depuis 2017, si vous suivez un petit peu les infos, l'Europe a envoyé beaucoup de sommes d'argent à la Libye pour renforcer ses défenses des frontières. L'Europe voulait se débarrasser un peu du bébé. C'est chose faite puisque la SAR zone libyenne a été créée. Ils ont installé pas un MRCC. Alors le MRCC, c'est le Monitoring Rescue Coordination Center, si vous voulez le terme exact. Maintenant, c'est un JRCC en Libye. Donc c'est le bras droit du MRCC de Rome, mais bon, ils essaient de se débarrasser. Donc c'est le JRCC libyen qui va coordonner les sauvetages maintenant. Sauf que lorsqu'il y a une opération en cours, lorsqu'il y a un naufrage, le JRCC libyen ne communique pas forcément les informations aux ONG qui ont encore la chance d'être sur place. Donc vous voyez, on est vraiment au niveau légalité du sauvetage en mer, là on est vraiment plus du tout dedans. La SAR zone libyenne ne remplit pas son travail, hein. Peu importe du navire, hein, tout navire aux alentours doivent porter secours et ils ont l'obligation de nous informer d'un problème qui est en cours. L'autre problème, c'est voilà, les jolis bateaux que l'Europe a financés aux Libyens. Alors ils sont assez agressifs quand même. Alors ça paraît débile de dire ça, mais pas vraiment, puisque lorsque vous êtes sur un bateau qui est en train de couler, que vous avez passé plusieurs semaines en Libye, puisque ces personnes, hein, ces réfugiés que l'on va retrouver en mer, en fait, elles ont quitté leur pays pour diverses raisons, hein, des raisons qui leur sont propres, famine, économique ou juste des questions de vie ou de mort. Donc elles vont arriver en Libye et c'est un piège. Et on leur a promis l'Eldorado, finalement, la Libye va être vraiment un pays en proie au chaos. Et elles vont être, ces personnes, envoyées en prison pour aucune raison. Elles vont être torturées, violées, voire même abattues sur place. Donc normal qu'elles veulent quitter le pays, sauf qu'elles ne peuvent pas quitter le pays par la terre. Il y a des miliciens partout. Et ces personnes-là, en fait, sont vraiment de la monnaie d'échange en Libye. Du coup, le seul moyen pour elles de quitter la Libye, c'est soit de mourir sur place, soit de prendre la mer. Et en prenant la mer, elles ne le font pas comme ça, hein. C'est des passeurs également hein, qui vont leur demander de l'argent et les envoyer à la mort. Alors lorsqu'ils sont en pleine mer et qu'elles voient arriver un bateau de ce type-là, des gardes-côtes libyens, qui eux ne font pas du sauvetage, mais plutôt de l'interception, il y a une différence. Ils arrivent en fait à 20 ou 30 nœuds hein, sur l'embarcation. Donc niveau calme sur l'embarcation, c'est plus du tout le cas, hein, tout le monde saute à l'eau. Et ça crée des situations, on a déjà eu le cas en face de nous, hein, des situations très dangereuses avec des gens qui ont peur et qui sautent à l'eau sans gilet de sauvetage. Et quand vous avez une soixantaine de personnes dans l'eau sans gilet de sauvetage, il y a forcément des victimes. Alors là, il n'y a pas de canon. Parfois, il y a un canon à l'avant en plus. C'est rassurant. Alors l'avant-sauvetage. Alors lorsqu'on va... on était basé en Sicile. On est toujours basé en Sicile. Hein. On va avoir des marins qui arrivent sur place, sur le navire. On va les informer, on va leur expliquer comment ça va se dérouler.
Et puis on va partir. Alors on part généralement pour des missions de 3 semaines, ça peut être un peu plus. Et on va forcément avoir des entraînements sur la route. On essaie d'en avoir également au port, mais le but du jeu, c'est de ne pas rester trop longtemps à quai. Il y a tous les jours des départs, il faut absolument sauver les gens, donc on reste à peu près 3 jours maximum, le temps de réapprovisionner le navire en vivres, etc. Et on va pouvoir repartir en mer. Alors on va faire des entraînements sur la route. Alors par exemple à gauche, là on va balancer des gilets à l'eau. Et le but du jeu, c'est d'aller reprendre tous les gilets de sauvetage sans les heurter. À droite, là on travaille notamment avec MSF. On a notre mannequin qui nous sert de man overboard, on le jette à l'eau et on doit le récupérer également. Et MSF, le partenaire médical, va nous apprendre les gestes de premier secours, la réanimation, pour les soigner des plaies, etc. Tout ce qui est au niveau médical, ils vont nous l'apprendre. Et nous, en échange également, les sauveteurs vont leur apporter des informations à comment sauver des personnes dans l'eau. Alors MSF ont été également surpris parce qu'ils interviennent surtout sur le travail à terre. Et les missions en mer, ils ne leur est pas forcément familier. Donc il a fallu travailler vraiment ensemble, hein, et ça a porté ses fruits. Alors là, c'est l'équipe de sauveteurs. On va avoir également nos places attitrées pour 3 semaines. On ne change pas de place, sinon c'est le bazar et on ne va plus savoir qui est qui. Donc on intervient avec principalement 2 Zodiacs, donc gauche et droite, avec on va l'appeler Easy 1, c'est les noms qu'on leur donne. Easy 1 à gauche qui a 5 personnes à son bord. Alors les casques bleus, c'est MSF. Ils viennent avec nous au début de l'intervention. Sur les bateaux. Alors pourquoi le M, c'est le médecin, le docteur, qui va checker en fait s'il y a des personnes sur l'embarcation en détresse qui sont en urgence absolue. Donc s'il y a besoin de les électroyer rapidement, s'il y a des personnes inconscientes, faire des massages cardiaques, etc. Donc ils vont vraiment nous indiquer les priorités. Et puis à droite, c'est un plus petit semi-rigide avec 4 personnes. Et il y a également un casque bleu qui là n'est pas un médecin, mais plutôt une personne qui va parler aux réfugiés. Il y a une seule personne qui discute avec les personnes à sauver. On n'est pas 36 à parler, sinon ça crée une instabilité. Il faut absolument garder le contact. Donc c'est cette personne qui a un rôle très important et qui va leur expliquer qui nous sommes. Donc on va arriver, on ne parle surtout pas en négation. Alors par exemple, on ne va pas leur dire « nous ne sommes pas les gardes-côtes libyens ». S'il y a du bruit sur le bateau, les personnes entendent juste garde-côtes libyens. Même problème qu'avant, tout le monde saute à l'eau. Donc on va leur dire, voilà, nous sommes humanitaires, des phrases très simples à comprendre, très lisibles. Nous sommes humanitaires, on est là pour vous sauver. Et on leur explique en français, en anglais et en arabe. Donc c'est vraiment cette personne qui doit absolument capter l'attention des personnes. Et puis vous voyez, en fait, ce qui est gris à l'avant des Zodiacs, ce sont des plateformes. On va s'appuyer dessus, c'est des sortes de petites plateformes en métal, hein, avec 2 personnes à chaque fois qui vont pouvoir attraper les gens et les faire monter à bord. On se met surtout pas, on le verra juste après, mais on se met surtout pas à flanc, puisque ça laisse trop de place et les gens pourraient grimper de tous les côtés. Du coup, en se mettant perpendiculairement, on laisse qu'un seul accès. Tout ça pour canaliser le flux, hein, pour pas qu'il y ait de mouvement de panique. Et il y a également une personne très importante sur le Zodiac numéro 2, elle est en bas, hein, le photographe. Le photographe, on a tout le temps des médias à bord de l'Aquarius ou des navires. Hein. Et également, on a des photographes sur les semi-rigides. Alors pour témoigner, puisqu'il y a un rôle très important de témoignage, de montrer aux yeux du monde ce qu'il se passe en Méditerranée. Et également, il y a un autre aspect, on n'a pas d'armes à bord, hein, bien sûr, mais il y a un autre aspect, c'est de nous protéger. En ayant des médias à bord, on va pouvoir filmer exactement tout. Et si, par exemple, pour une raison, on va prendre l'exemple des gardes-côtes libyens, si les gardes-côtes libyens nous font des menaces ou autres, eh bien, on a toujours les photographes qui peuvent rapporter ou les médias. Très important. Et lorsqu'on a un appel, du MRCC hein, par exemple, on va faire route. Donc on reçoit l'appel, on fixe la position sur une carte marine, et puis on va tracer hein, comme on le peut, on va aller très vite pour aller sur route. Et on va avoir des marins sauveteurs qui vont être en passerelle, donc en passerelle dans le poste de pilotage de l'Aquarius. Alors on va préparer tout ce qui est moyen de sauvetage, donc les gilets de sauvetage. On en a on a 1000 ou 2000 gilets de sauvetage à bord du navire.
Donc gilets de sauvetage qui sont très importants forcément. Et on a également des moyens de sauvetage qui ont été mis au point récemment, hein, les sortes de grandes bananas. C'est comme les frites à la piscine, hein, mais en très grand, en beaucoup plus grand. Et ça va nous permettre, ils sont très légers, hein, ils font 30 ou 50 kilos. Seulement 3 personnes peuvent les mettre à l'eau très rapidement. Et on va pouvoir les tracter. Et s'il y a des personnes à l'eau, on va incorporer la banane au milieu des personnes et les gens peuvent s'accrocher. Alors ça, on ne peut pas s'accrocher pendant des heures non plus, hein, puisque après il y a l'hypothermie, etc. Mais au moins ça permet de sauver. Hein. Alors vu que c'est tout nouveau, il y a forcément des défauts au tout départ lorsqu'on a mis en place les bananes. Le problème, c'est que soit les gens montaient sur la banane et du coup elle tournait sur elle-même. Donc il a fallu, le sauvetage de masse, en fait, ça s'était presque jamais fait, il a fallu tout réinventer. Hein. Donc on a mis des pare-battages, une sorte de bouée de chaque côté de la banane pour l'équilibrer. On a également une sorte de radeau gonflable qu'on utilise un peu dans le canyoning pour les rivières, qu'on va larguer à la mer, et pareil, hein, s'il y a des personnes à l'eau, ça va être très utile. Bon, on le verra un peu plus tard, ça. Vous voyez la banane là sur le côté de l'Aquarius, elle est gonflée, hein. Tout est gonflé, tout est prêt à être paré, lancé à l'eau. Et il y a 3 personnes seulement qui vont pouvoir la mettre à l'eau. Alors lorsqu'on va arriver sur zone, eh bien, il faut faire de la recherche. Vous imaginez bien, 10 heures pour aller sur l'embarcation en détresse. En 10 heures de temps, l'embarcation elle a fait de la route. Et il y a également d'autres facteurs qu'il faut prendre en considération, c'est notamment le courant. Le courant, il faut le calculer, savoir comment elle a pu pousser l'embarcation. Et on va chercher une aiguille dans une botte de foin en fait. Hein. Donc je vous l'ai dit, il y a des sauveteurs qui sont en passerelle. On va avoir les yeux vissés dans les jumelles. Alors j'aime bien prendre l'exemple du sniper en fait. Le sniper il a son œil vissé dans la jumelle, enfin dans son objectif. Et il va retenir sa respiration pour trouver sa cible. Alors on fait exactement la même chose, sauf que nous on va sauver les gens. On va s'appuyer sur les rebords de l'Aquarius ou d'un bateau. Et on va vraiment millimètre par millimètre scruter l'horizon. Et il ne faut surtout pas aller trop vite parce que si on va trop vite, on loupe l'embarcation en détresse et puis c'est 100 personnes qui vont finir au fond de l'eau. Donc on va y aller millimètre par millimètre. Et le problème, c'est que les embarcations que l'on rencontre le plus, elles sont blanches. Et l'écume, c'est blanc. Donc il faut vraiment y aller très très doucement. Et une fois qu'on va repérer l'embarcation, on va la pointer avec le bras, on ne retire surtout pas les yeux des jumelles. On prévient le capitaine qui est aux manettes. Et lui va faire tourner le navire, virer le navire. Il va mettre la proue en direction de l'indication. Et là, à ce moment-là, on peut relâcher les yeux des jumelles et on fait route vers l'embarcation. Alors, on a des radars à bord. Les radars, c'est bien. Hein. Mais c'est bien pour voir des navires qui sont métalliques ou qui sont très hauts sur l'eau. En l'occurrence, pour des navires qui sont très bas sur l'eau et en plastique, ça ne sert à rien. On les voit à 2-3 km. Et on fait également des recherches de nuit. Hein. Forcément, ils sont envoyés également en pleine nuit, ces embarcations en détresse. Alors on a pour ça d'énormes projecteurs au-dessus de la passerelle qui vont pouvoir nous permettre de balayer l'océan devant nous et de trouver les embarcations. Alors si vous avez de bons yeux, il y a une embarcation sur la photo de droite. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Alors si vous suivez le faisceau qui part de la gauche, vous tombez sur un point blanc. Voilà, ça c'est une embarcation à trouver. Vous voyez, il faut être très concentré. Hein. Et puis on va passer à l'intervention. Alors là, pareil, hein, quand on a commencé les interventions, on ne savait pas trop ce qu'on allait trouver. On s'est rendu compte également qu'il y avait des bateaux différents. Il y a des bateaux pneumatiques et des bateaux en bois. Les bateaux pneumatiques, voilà un exemple. Hein. Ils sont très fragiles. Vous voyez la photo? Il y a 1 mètre, 1 mètre 50 de creux. Le bateau suit vraiment parfaitement la forme de la vague. Alors ça pourrait être bien, mais sauf que lorsqu'il y a au-dessus d'1 mètre 50 de creux, le bateau n'est pas suffisamment flexible pour suivre la vague. Et du coup, vu qu'il y a du poids un peu partout sur le bateau avec les gens, il craque. Alors généralement, il craque soit au milieu, soit à l'arrière. Là, par exemple, il y a 180 personnes sur un bateau qui fait 10 mètres. Donc il y a surtout des hommes. Alors on entend parfois dire qu'il n'y a que des hommes à sauver. C'est faux parce que là, en fait, il y a des hommes, certes, mais au milieu, c'est les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants sont assis au milieu pour être protégés, entre guillemets. Et en fait, c'est un piège également mortel, puisque pour faire avancer un navire, il faut de l'essence. Et l'essence, elle se trouve derrière, au niveau du moteur. Elle est d'une part dans le moteur, forcément, mais il y a également de grands bidons bleus qui sont entreposés.
Et lorsque vous avez un peu de creux, les bidons, ils font quoi? Ils tombent. Et il y a une réaction chimique qui s'opère entre le soleil, l'eau de mer, l'eau salée et l'essence. Et ça crée des brûlures jusqu'au 3e degré. Et en plus, il y a des inhalations. Hein. Il y a des vapeurs d'essence, donc les gens tombent au fond du bateau et s'il y a un peu d'eau, ils se noient. Donc voilà, ces embarcations sont très très fragiles. Vous avez une idée d'ailleurs de l'épaisseur de la toile? Non, pas d'idée, soyez pas timide. Vous voyez? 3 mm? 3 cm? 3 cm? 3 mm? Non, c'est beaucoup moins, c'est moins d'1 millimètre. Moins d'1 millimètre de toile. Et on s'est rendu compte également, alors on prend des échantillons de boudin là, et on s'est rendu compte que selon la couleur, l'épaisseur est différente également. Donc maintenant on sait, lorsqu'on a par exemple un bateau noir comme celui-là, il sera moins résistant qu'un bateau blanc. Donc on ne va pas arriver de la même façon sur le bateau. On va y aller vraiment plus doucement, très doucement même. Donc tout ça, il a fallu le découvrir. Donc comment on intervient du coup? Eh bien, on intervient avec 2 bateaux, 2 semi-rigides. On va les mettre à l'eau. Ils vont s'attendre. Le bateau vous vous souvenez de la personne qui va discuter avec les réfugiés, part en premier et va passer derrière le navire. Alors pourquoi derrière? Derrière, il y a le fameux moteur. C'est la partie qui est assez lourde du bateau et c'est celle qui casse en premier. Du coup, on passe derrière pour voir si elle est encore hors de l'eau ou sous l'eau. Donc on a déjà une première information. On va se positionner, vous voyez, sur la vignette 5, d'un côté. Comme ça, on a vraiment une vue d'ensemble. S'il y a une personne qui tombe à l'eau, on peut la voir. Le bateau, le Easy 2, le bateau rouge, va être un peu plus proche, sans être non plus trop près, pour éviter que des gens sautent. Et on va commencer à discuter, donc en français, en anglais, en leur expliquant. Et puis une fois que c'est fait, eh bien, on a des gilets de sauvetage. Ils n'ont pas de gilets de sauvetage sur leur embarcation. Donc quand le calme est revenu, s'il n'y a pas de calme, on ne fait rien, sauf si l'embarcation coule. Mais si le calme n'est pas revenu, on ne fera rien du tout, puisque lorsqu'on va s'approcher et donner des gilets, tout le monde va sauter à l'eau. Donc on attend absolument que le calme soit installé. Et généralement, il y a 2-3 personnes à bord de l'embarcation qui vont être qui vont un peu plus se montrer que les autres et vont demander à tout le monde de se calmer. Et on va donc distribuer les gilets une fois que le calme est arrivé. Et ensuite commencer à prendre les gens et les amener vers l'Aquarius, faire un transfert. Donc on commence quand on peut, par les femmes, les enfants, les personnes blessées, et puis les hommes. Donc ça nous prend généralement, les bateaux pneumatiques, on a entre 80 et 200 personnes sur ce genre de bateau. Donc ça nous prend, sur 120 personnes, on met 1 heure. 1 heure pour faire le transfert. Donc voilà la mise à l'eau, la distribution de gilets. Donc là, vous voyez l'arrière du bateau. Là, la condition est optimale. Les boudins sont gonflés, le moteur est hors de l'eau, la situation est calme. C'est une intervention parfaite. La mer n'est pas formée en plus, c'est nickel. Donc vous voyez la fameuse plateforme dont je vous parlais sur notre semi-rigide. Elle est à l'avant. Alors c'est bien puisque ça nous met un support, on peut se tenir également. Il y a toujours 2 coéquipiers pour rattraper son collègue pour pas qu'il tombe à l'eau non plus. Le problème avec la plateforme, c'est que le pilote du bateau ne voit absolument rien. Du coup, il doit faire absolument confiance à ses coéquipiers qui sont devant et qui vont tout lui indiquer. Ça va être vraiment ses yeux. Et puis voilà, le transfert, alors avec des enfants, avec des femmes et puis des hommes. Et puis ensuite le transfert vers l'Aquarius où on a également une équipe de sauveteurs qui est sur le pont de l'Aquarius et qui aide les personnes à venir à bord, puisque elles n'ont plus vraiment de force. Et puis MSF prend le relais. Là, MSF va vraiment rester sur l'Aquarius et vont prendre un par un les gens qui arrivent en leur demandant la nationalité, s'ils sont mineurs, s'ils sont accompagnés d'une famille ou seuls. Et puis plus tard, ils vont demander s'ils ont des symptômes, si leur peau les gratte, s'ils ont des infections, s'ils ont des blessures quelque part, etc. Nous, pendant ce temps-là, on a communiqué au MRCC, vous vous souvenez du MRCC. Le MRCC va nous dire, on leur communique le nombre de personnes que l'on a à bord, et ils vont nous dire, voilà, le numéro que vous devez inscrire sur l'embarcation. Alors on inscrit un numéro puisque si le bateau est retrouvé plus tard par une autre ONG par exemple,
bah, il faut qu'il sache si c'est un naufrage ou si le bateau a été sauvé. Du coup, on va écrire SAR, Search and Rescue, et le numéro. Et puis on va détruire l'embarcation, pour pas qu'elle soit réutilisée par les passeurs. Alors on fait de l'hélitreuillage. Là, c'est MSF qui demande un hélitreuillage pour certains cas. Généralement avec des navires militaires aux alentours. Vous voyez la photo de droite. On fait des hélitreuillages, mais vu qu'on est pressé par le temps, on fait un hélitreuillage avec le bateau en mouvement. Donc il faut vraiment bien se calibrer avec le pilote d'hélicoptère. Nous, pendant ce temps-là, on emmène quand même les gens sur la plage avant de l'Aquarius. On a des civières. Et puis vous voyez sur la photo de gauche, il n'y a pas que des personnes en civière, on prend également les personnes décédées à la mer. Donc dans les sacs mortuaires à l'arrière, on va les ramener également à quai pour qu'il y ait un minimum de dignité et qu'elles soient identifiées et que les familles soient au courant. Alors vous vous souvenez de l'embarcation qui était parfaitement... c'était nickel, c'était super, un sauvetage parfait. Ça ne se passe pas tout le temps comme ça, c'est même assez rare en fait. Là, on va prendre le cas d'une embarcation instable, par exemple. On va utiliser les rafts. Vous vous souvenez, les rafts de rivière. On va en prendre un avec nous. Et là, si l'embarcation est instable, alors par exemple, ce genre d'embarcation, vous voyez, les boudins sont dégonflés. Il y a beaucoup de monde à bord. En plus, c'est la nuit. C'est limite. Donc, du coup, on va ramener un raft. Et on va, bien sûr, expliquer aux gens ce que l'on va faire, pour pas qu'il y ait de panique. Et on va amener le raft sur la photo, sur la vignette 2, sur le côté du bateau. Et on va demander aux personnes de monter à bord. Alors pendant ce temps-là, le bateau numéro 2 va aller quand même sur l'angle mort pour voir s'il n'y a pas de personnes qui tombent à l'eau. Et puis on laisse le bateau comme ça partir, dans le courant. Alors c'est pas grave, puisqu'on va lui installer une ancre flottante qui va lui permettre d'une part de ne pas trop dériver et d'autre part de ne pas se retourner. Alors bien sûr, elles ont des gilets de sauvetage, on leur a distribué juste avant. Et on va pouvoir procéder au sauvetage. Et vu qu'il y a moins de monde, l'embarcation est un peu moins lourde et elle tient mieux la mer. Alors on a une autre embarcation, c'est les embarcations en bois. Et les embarcations en bois, c'est une autre histoire. Voilà 2 exemples. Alors là, la photo du haut, on voit bien le nombre de personnes. Alors c'est des embarcations qui peuvent contenir... il y a des très petites embarcations de 50 personnes ou 30 personnes. Et on a trouvé des embarcations avec 1000 personnes. Alors il y a un pont supérieur, on le voit. Et il y a également un pont inférieur qui est sans hublot. Et ça fait 1 mètre, 1 mètre 20 et les gens sont accroupis dedans. Donc le problème avec ces bateaux en bois, c'est un petit peu de stabilité très léger. Le problème, c'est que s'il y a un mouvement de panique ou pour toute autre raison, si les gens qui sont dans la partie inférieure décident de remonter voir ce qui se passe à la partie supérieure, il n'y a que du poids dans les hauts et du coup le bateau, il se retourne. Alors c'est ce qui se passe sur différents problèmes de naufrage notamment. Donc là, s'il y a un bateau de 1000 personnes et sans gilet de sauvetage, ça fait beaucoup de personnes à la mer. Il y a un autre problème également, c'est si toutes les personnes décident d'aller au même moment sur un côté du bateau parce qu'ils ont vu un navire. Et pareil, ça se retourne. Donc c'est vraiment des bateaux qui sont compliqués à gérer. Et il y a un autre problème avec ces bateaux, puisque les bateaux en bois ont la fâcheuse tendance d'ingurgiter de l'eau de mer. L'eau rentre à l'intérieur. Il y a des petites fissures, l'eau rentre. Du coup, le bateau, lorsqu'on va faire le sauvetage, il faut toujours qu'il soit en mouvement. Parce qu'il y a des pompes qui sont attelées au moteur, et ça permet de recracher l'eau de mer. Et si on arrête le moteur, les pompes attelées s'arrêtent et le bateau coule. Alors pareil, ça on ne le savait pas. Il a fallu faire les premiers sauvetages. Coup de bol, on leur a demandé d'arrêter le moteur, mais ils n'ont pas trouvé comment arrêter le moteur, heureusement. Et une fois avoir fini le sauvetage, on est monté à bord et on s'est aperçu qu'il y avait des pompes attelées. Donc voilà, donc là on va avoir un énorme bateau en bois avec 600-700 personnes. On va venir avec 3 bateaux cette fois. On va avoir un autre semi-rigide, le petit bleu. On va mettre des bananas à l'avant du navire, comme ça s'il se retourne, il y a au moins quelque chose pour s'attraper, pour s'agripper. Et on va venir s'accrocher avec le bateau numéro... Enfin, vous voyez sur la vignette 3, on va venir mettre des bouts sur l'arrière du navire. On va venir fixer, tout en mouvement, on vient fixer un des bateaux pour pouvoir être manœuvrant, le pousser, parce que parfois il peut aller sur le navire de sauvetage, donc on va les pousser à droite à gauche.
Et on va les installer avec des nœuds coulants. Si jamais on voit qu'il y a un problème de stabilité, bah, il ne faudrait pas non plus qu'on finisse à l'eau, donc on se libère directement. Et on va mettre des rafts sur les côtés également, au cas où, c'est pareil, si les personnes tombent à l'eau. Et puis on va faire par contre, là, cette fois-ci, le transfert avec les bateaux 2 et 3 qui vont venir sur les côtés. On va récupérer les gens et on va les ramener à l'Aquarius. Donc voilà en photo, ce que ça donne. Donc le bateau est en mouvement. Le bateau rouge, le Easy 1, est accroché. On va pouvoir comme ça également mettre un sauveteur à l'avant pour faire le flux, pour amener les gens sur le bateau numéro 1. Et puis également, on va pouvoir soit le taper sur la droite ou sur la gauche pour le faire changer de direction. Et puis on va faire des transferts avec les bateaux, le petit bateau noir qui est là ou un autre bateau, ainsi de suite. Alors, il y a un autre cas, c'est le cas grave, le cas du man overboard ou du MCP, donc Mass Causality Plan. Alors il y a une petite différence entre les deux. Le man overboard, en fait, c'est ça, en fait, quand il y a une personne ou plus à l'eau. Le MCP, c'est quand on a plus de 2 personnes inconscientes. Donc le bateau peut ne pas être dans l'eau, il peut très bien être stable, mais avec des personnes inconscientes, notamment à cause des vapeurs d'essence. Ou alors, ça nous est déjà arrivé également d'avoir des personnes dans l'eau inconscientes. Donc là, c'est une autre approche qui est beaucoup plus compliquée. Alors comment on va faire ? C'est un peu sauf qui peut, faut l'avouer. On a quand même eu pas mal de cas, donc maintenant on a quand même de l'expérience, mais au premier moment, lorsqu'on est tombé sur des embarcations qui coulaient, eh bien, faut prendre le dessus sur ses émotions d'une part, pour pas aller au devant du danger non plus. Et puis, il faut trouver un moyen. Donc, le moyen que l'on a trouvé, le plus efficace, c'est de laisser un seul bateau sur place, de ramener le deuxième vers l'Aquarius. Le bateau numéro 1 va se mettre sous le vent et va lancer des gilets de sauvetage. Alors, ça paraît facile, ça l'est beaucoup moins parce qu'il faut calculer également le vent qu'on a dans le dos. Et on va lancer des gilets de sauvetage sur les gens qui sont dans l'eau. Et surtout, on reste à une distance. Le bateau numéro 2 qui s'en va revient avec une bananasse ou un raft et va incorporer la banane en fait au milieu des personnes dans l'eau. Pareil, on laisse une distance puisque si on s'approche trop près des personnes dans l'eau, ils vont s'accrocher au bateau, normal. Sauf qu'après, le bateau, on ne peut plus le bouger. Il est plus manœuvrant. Si on bat en arrière et qu'il y a des gens derrière, ça finit en boucherie. Donc il ne faut surtout pas s'approcher. Et une fois que toutes les personnes qui sont dans l'eau ont un gilet de sauvetage ou quelque chose pour s'accrocher, la situation est déjà bien sous contrôle. Alors comment est-ce qu'on va faire pour ensuite récupérer les gens ? Alors c'est une méthode qui paraît cruelle, qui ne l'est pas. On va... Voilà, un cas de mob man overboard et de MCP. Dans ce cas-là, il y avait plusieurs personnes inconscientes dans le bateau et à l'extérieur. Alors vous voyez, le courant déporte également les gens. Donc les personnes, notamment MSF ou le capitaine ou autres qui sont assez en hauteur sur l'Aquarius, vont garder en visu toutes les personnes qui sont dans l'eau pour ne pas en oublier une. Et nous, avec nos semi-rigides, on va les faufiler au milieu des gens. Et lorsque la personne qui est en face de nous, qui a un gilet de sauvetage, elle crie, on va la laisser dans l'eau. On part en arrière. Alors pourquoi ? Ça paraît cruel. Si elle a la force de crier, c'est qu'elle a la force encore de rester hors de l'eau. Donc on va aller vers une autre personne. Et si par contre elle ne crie plus, c'est que là, il y a un énorme problème, il faut la prendre tout de suite à bord. Donc on a pareil, les entraînements des man overboard nous sont très utiles. On sait comment rattraper une personne à l'eau en plusieurs étapes. Donc là, par exemple, ce sauvetage-là, il y a eu, pareil, le cas de l'arrière du navire qui coulait. On ne l'avait pas vu. Et quand on s'est approché, en fait, mouvement de panique, tout le monde a sauté à l'eau. Donc là, il faut réagir très vite. Donc jet de sauvetage de lancer. Il n'y a pas eu de morts dans l'eau, en fait. Il y a eu 7 morts qui ont été retrouvés dans le navire à cause de ces fameuses vapeurs d'essence. Voilà un autre cas de man overboard. Et puis après le sauvetage, alors comment ça va se passer ? Une fois que tout le monde est à bord, déjà c'est rassurant. Et on va communiquer donc, comme je vous le disais, au MRCC les informations. Combien de personnes on a à bord, combien de femmes, d'enfants, de blessés, de décès également. Et on va également faire route vers le nord, en tout cas vers un port qui nous est assigné par le MRCC.
Alors le MRCC de Rome maintenant nous dit bah non, faut discuter avec le JRCC libyen, c'est lui qui est responsable des opérations, sauf que le JRCC libyen, il ne communique pas forcément d'informations. Et les seules informations qu'il nous communique quand il nous parle, c'est de retourner vers la Libye. Sauf que pour nous, c'est juste pas possible. Hein. C'est pas parce qu'on est c'est pas parce qu'on est trop humanitaire ou je ne sais quoi, c'est juste parce qu'en Libye, il n'y a pas de droit de l'homme. Et le droit maritime international, il stipule qu'il faut ramener impérativement des personnes secourues vers un lieu, un port sûr. Donc s'il ne répond pas au droit maritime international, on ne va pas ramener les gens à la mort. De toute façon, les rescapés nous le disent. Hein. Si vous nous ramenez en Libye, on saute du bateau. Donc c'est quand même un gros problème dans cette région. Donc on va avoir les personnes à bord. Donc on met généralement 3 jours pour rentrer au port. Sauf qu'avec les nouvelles politiques européennes, avec l'Italie qui ferme ses ports, eh bien on met plusieurs dizaines de jours à trouver un abri. Et on reste donc en mer. Alors les gens qu'on récupère, ils sont complètement affaiblis. Hein. Ils ont des blessures par balle. Les bateaux pneumatiques, ils sont très, très fins sur les boudins, mais au milieu, il y a des planches en bois avec des vis qui ressortent. Donc ça crée des blessures assez graves aux membres inférieurs. Donc il y a tout énormément de soins, et merci, de soins à apporter. Et on va s'en occuper pendant qu'on fait route. Alors, lorsqu'on arrive à trouver un port assez rapidement, bah, c'est tant mieux, parce que les gens en plus sont victimes de mal de mer. C'est assez compliqué. Hein. Et puis on va faire des distributions de nourriture 2 fois par jour, souvent le matin vers 10-11 heures et un peu plus tard dans la journée. On va leur donner de la nourriture lyophilisée, vous savez, la nourriture d'aventure, là. On ouvre, on met de l'eau chaude dedans, ça fait gonfler la nourriture. Alors c'est très simple, c'est rapide à créer, mais par contre la distribution, on peut mettre jusqu'à 5 ou 6 heures. Donc il nous faut vraiment quelque chose qui soit très rapide à créer. Et puis on va distribuer le thé, la nourriture, et on demande, en fait on ne va pas aller vers les gens, à part dans le shelter, où là on peut passer parce qu'il n'y a pas trop de monde. Mais on va demander, on va mettre des tables et on va se mettre sur un pont de l'Aquarius et on va demander à toutes les personnes de se lever et de venir vers nous. Pourquoi ? Bah, comme ça nous permet de voir si tout le monde est apte à se lever, si on n'a pas loupé quelqu'un qui était malade. Parce qu'il y a toujours des personnes de l'Aquarius ou des sauveteurs qui est sur le pont et qui surveillent si tout le monde va bien, s'il n'y a pas de problème, si les fontaines à eau sont toujours bien remplies, s'il n'y a pas de malaise cardiaque, etc. Et puis lorsqu'on va arriver au port, ensuite on va débarquer ces gens et ils vont être pris en charge par les personnes référentes sur place. Voilà. Merci. On a le temps pour 1 ou 2 questions. Si éventuellement il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Non. Bah écoutez, moi j'avais éventuellement une question en termes de formation. Comment ça se passe ? J'imagine que vous avez des intervenants qui ont tout profil quand ils se présentent, quand ils viennent postuler pour votre association. Comment ça se passe ? Parce que vous avez parlé notamment de techniques de sauvetage. On n'est pas rentré dans le détail, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe en termes de formation justement pour savoir comment on aborde ces techniques ? Alors oui, effectivement. Alors les personnes qui viennent sur l'Aquarius, ou sur un autre navire. Alors au tout départ, c'était surtout des marins de tous horizons. Maintenant, on prend vraiment des marins qui sont spécialisés, qui ont connu ce genre d'intervention, des interventions extrêmes. On prend des personnes comme des pompiers également qui sont parés à avoir des situations compliquées, qui connaissent le sauvetage, qui connaissent les moyens de secours. En fait, on ne peut pas trop se permettre maintenant même avant, on ne peut pas trop se permettre d'avoir 15 jours de formation. C'est trop compliqué. Il nous faut absolument des gens qui connaissent un minimum le métier de sauveteur. Ça arrive parfois lorsqu'on a un entraînement de ne pas pouvoir finir l'entraînement et d'être appelé pour un sauvetage. Donc il faut vraiment être très rapide. Et lorsqu'on va arriver sur l'Aquarius, on va avoir ensuite des sessions de formation. Comme on a vu, avec des hommes à la mer, etc. Et puis avant de partir sur le bateau, au moment du recrutement, alors moi j'ai passé mon recrutement à Paris, loin de la mer, avec les pigeons qui roucoulent autour. Et en fait, on m'a montré des photos. Alors oui,
on s'attend un peu à ce qu'on va voir, mais en fait, on n'est jamais préparé à voir vraiment la misère humaine en face. Donc, il faut vraiment que les gens qui viennent à bord soient conscients de ça. Donc, on a un suivi psychologique avant, après, pour comprendre, pour qu'ils sachent ce qu'ils vont découvrir. Et puis, une fois arrivé sur place, on a toute une session de formation avec les autres sauveteurs, avec MSF. On va avoir des entraînements. Et puis ensuite, on essaie d'être paré au maximum pour les interventions. Eh bien, écoutez, on va conclure cette conférence et puis je vous donne rendez-vous d'ici 5 minutes pour une prochaine conférence qui sera consacrée au secours subaquatique. Merci à vous.